Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette interview croisée. Donc du coup, moi je me présente Perroquet et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Kublai et Piero San Giorgio. Euh, je vais présenter Kublai et Piero San Giorgio pour qu'on puisse un peu avoir une idée de leur travail et puis ensuite on expliquera pourquoi on fait cette interview croisée. Donc Kublai, je crois que tu es hollandais de naissance et puis après tu as été en France dans les années 90 et, Oui, euh, ouais. et pour ensuite aller en 2010, je crois, en Russie et à partir de 2016 travailler tout ce qui va être dans l'entrepreneuriat sur Internet, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Alors, hollandais, oui et non, parce que dans le sens où j'ai pas de sang hollandais. Par contre, je suis né aux Pays-Bas, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis arrivé en France en 94, puis je suis reparti de France en 2010. J'ai vécu 16 ans en France. Et à partir de 2010, je suis parti de France en 2010. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait plus de 50 pays, notamment en Eurasie, Océanie, les États-Unis, etc., l'Europe de l'Est. Et effectivement, ouais, à partir de 2016, j'ai commencé des activités sur Internet, diverses et variées. Et puis là, aujourd'hui, ça fait toujours, je suis toujours sur Internet. Et voilà, ça fait 4 ans déjà que je suis entrepreneur sur Internet. Et comment dire, l'activité se porte de mieux en mieux. Et la résidence principale en Russie, c'est depuis combien de temps du coup? Alors, la résidence principale, la Russie a été ma résidence principale de 2012 à fin 2015. Après, j'ai vécu un an en Thaïlande, un an en Nouvelle-Zélande, et puis ensuite, je suis retourné en Russie, et depuis 2018, je vis en Russie. Ok, Voilà. bon bah super, très bien. Et ensuite Piero San Giorgio, donc Pierrot, je crois que dans les années 90, tu travaillais dans tout ce qui est logiciel, informatique, commerce. Et depuis, je crois, 2005, tu te poses des questions sur la viabilité de notre système. Et tu as écrit Survivre à l'effondrement économique en 2016, et puis après tout un ensemble de bouquins qui ont suivi dans la même logique finalement, si on peut dire. Que ce soit Rue Barbare pour se préparer en ville, ou alors Femmes au bord de la crise, qui est évidemment dédié aux femmes par rapport à cette thématique. Et aussi NRBC, qui m'a bien aidé il y a quelques années, aux alentours de Lubrizol. Aujourd'hui, tu as aussi une chaîne YouTube et une chaîne Patreon pour continuer ton travail, puisque finalement, c'est tout un travail de questionnement sur l'ensemble des dynamiques en Occident et comment se positionner, quelles sont les perspectives d'avenir, quelle culture avoir, vraiment tout un questionnement et tout un ensemble d'outils à donner à disposition. Je pense que j'ai à peu près bien résumé. Mais c'est très bien. Voilà, bon, bah, très bien. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et pourquoi je vous suis tous les deux. Donc Pierrot, ça fait 7 ans, je crois, que je suis le travail et du coup que j'applique petit à petit la méthode. Ça fait quelques mois que je suis le travail de Kublai à travers les Nouveaux Russiens, puisqu'il y a aussi, d'un, en plus d'un groupe dans l'entrepreneuriat, il y a aussi un groupe finalement sur la Russie pour comprendre un petit peu comment est la vie en Russie, comment s'intégrer en Russie, avoir vraiment tout un ensemble d'informations sur la Russie. Et évidemment, dans une préparation, on se pose la question est-ce que le pays dans lequel on réside, donc pour moi c'est la France, est-ce que c'est viable sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? On se pose des questions vraiment sur la direction aujourd'hui de l'Occident. Donc là, si on pouvait faire un point assez rapide sur l'Occident, moi, ce que je peux proposer, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on croule sous les dettes. Pour ce qui est des pays européens, on est dans un système d'Union européenne dont on a déjà bien étalé l'ensemble des critiques. Un système aussi de captation des richesses par des oligarques, un système d'euro qui n'est pas viable, des, un niveau,
un niveau de décadence quand même assez avancé. On voit qu'aujourd'hui, moi, je trouve que globalement, on a de moins en moins d'intelligence. Même moi, enfin, en étant jeune, je le vois que sur les 5 dernières années, déjà, ça a un petit peu accéléré. Et on a tout un ensemble de dynamiques. C'est qu'on voit aussi que il y a une socialisation qui est en train de se mettre en place, un étatisme, et que le gros problème, c'est que l'Occident aussi vit sur des ressources qu'elle n'a pas. Si on regarde de manière brute les chiffres, on importe le pétrole, on importe les matières premières. C'est quand même une situation que je trouve très critique, et on voit qu'avec le coronavirus aujourd'hui, on a du mal, et cette seconde vague notamment, on a du mal à rebondir. C'est quelque chose, je trouve qu'on s'enferme dans une bêtise. Bon, bah, c'est mon analyse. Je trouve que vraiment, là, pour le coronavirus, le fait de reconfiner et de refaire tout un ensemble de mesures qui vont attaquer l'économie, bah, je me pose beaucoup de questions sur l'Occident. Et je voulais avoir votre point de vue, vous, comment vous voyez l'Occident à court terme et puis peut-être à long terme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces tendances? Est-ce que vous en rajouterez d'autres? Est-ce que vous diminuerez certaines tendances aussi qu'on peut avoir tendance à, qu'on peut avoir tendance à discuter? Qu'est-ce que vous pensez de l'Occident? Donc, je vais peut-être laisser Pierrot commencer pour cette question. Très bien, ben, merci de ton invitation d'une part. Alors l'Occident, ça dépend de comment on le définit, mais si en général on prend l'Europe de l'Ouest essentiellement, les États-Unis et le monde anglo-saxon qui va jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme définition géographique, clairement c'est un modèle économique, c'est un modèle social qui est mort, qui ne demande plus qu'à être achevé. Et est-ce qu'il va être achevé par sa transformation dans un monde, alors pour l'Europe de l'Ouest, africano-musulman, ou pour les États-Unis dans un monde multiculturel latino, ghettoisé, dans quelque chose qui ressemblera plus au Venezuela ou à la Colombie ou au Mexique qu'au monde britannico-germanique tel qu'il avait, en fait, qui a créé cette nation, ou alors est-ce que les contradictions du modèle économique qui fait qu'effectivement il est extrêmement dépendant de ressources, d'énergie venant souvent de pays un peu ennemis, hein, comme les pays producteurs de pétrole dans la péninsule arabique qui rêvent de le conquérir, dès que ça se tarit, c'est un système économique qui ne tient plus, sa dette est impossible à maintenir, et tout ce système, surtout, et ça c'est peut-être le pire, est géré par des gens extrêmement médiocres, extrêmement limités intellectuellement, sans vision de l'avenir, qui sont aux ordres de lobbies divers et variés qui en font n'importe quoi, et ce système est aujourd'hui en train d'exploser, c'est même plus au bord de l'explosion, c'est un système qui est en train de mourir. Et je pense qu'il y a absolument zéro chance que l'Occident, tel que je l'ai défini, en tout cas, rebondisse, redémarre. Nous sommes dans une phase de déclin plus ou moins rapide. Moi, je le pense très rapide, hein, mais ça pourrait être plus lent. Mais là, je pense ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur en sautant dans le vide. Et je ne vois aucune chance à ce que l'Occident rebondisse en redevenant puissant. Il va partir dans une autodestruction absolument immense, dans laquelle même socialement le gauchisme ambiant, la société on va dire globo-homo et post moderne le détruit de l'intérieur aussi assurément que une forme d'immigration est en train de détruire aussi. Donc, il n'y a aucune chance, zéro chance de survie dans la forme actuelle. Ok. Et pour ce qui peut être finalement de l'Europe de l'Est ou peut-être certains pays du Sud dans l'Europe, tu les inclus aussi dans cette dynamique, c'est ça? Alors, les pays du Sud, oui, ils font partie de l'Occident. Peut-être qu'ils ont un petit peu plus de tradition et donc ont un peu plus de chances de s'en sortir. Les pays d'Europe de l'Est ont été dans l'Occident il y a longtemps,
Et ils sont revenus, mais quelque part, et étonnamment et paradoxalement, ont été sauvegardés par le communisme. Ils ont été préservés par ce modèle économique immonde et incapable, mais ils étaient peut-être trop pauvres et trop ravagés pour être subvertis. Et donc aujourd'hui, on retrouve des pays dans lesquels on peut inclure l'Allemagne de l'Est, jusqu'à la Croatie, la Hongrie, et puis surtout tout à l'Est, la Pologne, la Russie. Et puis il y a le reste du monde aussi qui est complètement différent, qui en tout cas ne fait pas techniquement partie de l'Occident tel que je l'ai décrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modernité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confort, etc. Je n'ai pas défini l'Occident comme étant le paragon de la technologie du confort. Je connais un peu, pour avoir beaucoup travaillé en Europe de l'Est, je connais un petit peu la Russie, pour y avoir un petit peu séjourné et pour y avoir des projets en ce moment, des projets pas que financiers et d'investissement, mais en tout cas l'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, République tchèque, Roumanie, etc. Enfin, tout là, je connais très très bien. Et bien que ce sont des pays qui sont sur la même voie, mais peut-être avec 50 ans de retard du reste de l'Occident, ce retard fait qu'ils n'accepteront pas, en tout cas ils n'acceptent pas aujourd'hui, ou pas à la même intensité avec les mêmes vitesses, tout ce qui détruit et qui a détruit l'Occident tel que je définis avant. Donc ce ne sont pas des pays qui sont en mode d'explosion, ce sont des pays qui, en cas de crise majeure, vont souffrir, comme tous les pays du monde, mais clairement, ils ne sont pas dans une logique d'explosion, voire d'auto-extermination de la population. Pas du tout. Donc, c'est pas la même chose. Ok. Du coup, un avis sur l'Occident, peut-être, Kublai, est-ce que tu voudrais compléter les propos de Piero San Giorgio? Moi, mon discours, de toute façon, il est très clair. Mon discours, c'est quitter l'Occident pour s'installer en Eurasie. Donc, ça peut pas être plus clair que ça. Après, comme l'a dit Piero, en Occident aujourd'hui, donc on prend l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, le monde anglo-saxon en général, hein, donc l'Angleterre, le UK, Australie, Nouvelle-Zélande, et l'Europe de l'Ouest, hein, donc France Benelux, Espagne, Italie, l'Allemagne, etc. Et puis les pays scandinaves. Il y a tous les ingrédients pour que ça finisse mal, et ça va mal finir. Hein. Déjà, il y a un remplacement de population qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, personne ne peut nier, à moins d'être de mauvaise foi. Donc, les civilisations européennes qu'il y a aujourd'hui, au moins la civilisation européenne qu'il y a aujourd'hui en Europe de l'Ouest, elle va petit à petit disparaître, ça c'est mon avis. Ça va devenir des autres pays, ça va devenir une autre partie de la planète, une sorte d'Eurafrique, moi j'appelle ça, un mélange entre Européens et Africains, donc un changement de mentalité, un changement génétique également, un changement de mode de vie. Donc déjà l'accident tel que nos parents l'ont connu, tel que moi je l'ai connu encore petit, n'existera plus tout simplement. Donc il ne faudra plus compter là-dessus. Donc ça c'est déjà ça, et ça c'est beaucoup. Et ça va avoir des implications déjà sur le plan économique, hein, de par le changement de population économiquement. L'Occident n'aura plus la capacité, n'aura plus la puissance pour être ce qu'est l'Occident aujourd'hui, hein, ce qui fait aujourd'hui le génie de l'Occident. Le génie de l'Occident, c'est parce qu'il y a des Européens qui vivent en Europe. S'il n'y a plus d'Européens qui vivent en Europe, le génie de l'Occident va disparaître. Donc ça va avoir une répercussion économique, ça va avoir une répercussion sur la qualité de vie, sur la sécurité, sur tout finalement. Parce que ce qui fait un pays, c'est pas le pays. Le pays n'est qu'une terre. Ce qui fait le pays, c'est les gens qui y habitent. C'est eux qui font le pays. Donc, si on change les gens à l'intérieur du pays, le pays change complètement. Une France n'est plus une France, il n'y a plus de Français. Une Allemagne n'est plus l'Allemagne s'il y a plus d'Allemands dedans. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, sur le plan économique, je pense que ces pays ne paieront jamais leurs dettes, tout simplement, qu'on va aller vers un effondrement économique et que ça peut que mal finir. Donc, on ajoute à ça un communisme, on ajoute à ça de moins en moins de liberté. On le voit actuellement avec le confinement en Europe. Nous, en Russie, on vit une sorte de petit confinement, mais ma réalité à moi ici en Sibérie n'a rien à voir
avec les images ou avec les vidéos que je peux voir en France. Ici, on est très libre d'un point de vue masque, d'un point de vue circulation, etc. On est beaucoup plus libre qu'en Europe. C'est presque à la situation est presque comme s'il n'y avait pas de coronavirus finalement. Certains endroits, il faut porter un masque, comme les hôpitaux, etc. Mais sinon, on voit dans la rue. Bon, certaines personnes portent des masques, d'autres non. Mais il y a, comment dire, une relation au coronavirus qui est beaucoup plus détendue par rapport à ce qu'on voit en France. Donc pour moi, oui, l'Occident est plié, l'Occident n'existera plus et c'est maintenant le moment de bouger là où il y a le futur déjà économique. Donc le futur économique, le futur pôle économique, c'est l'Asie, clairement. Se rapprocher de ça, c'est ça qui va remplacer l'Occident d'un point de vue économique, parce que les Asiatiques du moins ça dépend comment on pourrait classifier les Asiatiques, mais les Asiatiques sont un peuple avec des grosses capacités, travailleurs, qui ne font pas, comme les Européens, un mélange de toute population, donc ils vont rester très homogènes, donc ils vont conserver ce qui fait aujourd'hui leur force. Donc déjà ça, je pense que l'Asie va dominer le monde d'un point de vue économique. Et puis la Russie qui est un pays souverain, contrairement aux pays d'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est très bien, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, tout ça. C'est très bien comme pays, sauf qu'on ne faut pas oublier que ça fait partie quand même de l'Union européenne. Donc, c'est pas rien. Hein. Moi, je considère que la France, aujourd'hui, ce n'est pas un pays, mais c'est une république. Comme moi, j'ai vécu dans une république en Russie, j'ai vécu dans une république qui fait partie d'un État fédéral. Pour moi, la France, l'Allemagne, même la Bulgarie, la Roumanie, ce sont que des régions, finalement, des républiques faisant partie d'un vrai État qui ne dit pas vraiment son nom, qui est l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, effectivement, en l'Europe de l'Est que je connais bien aussi, hein, j'ai eu l'occasion d'y passer du temps. Effectivement, la situation est bien différente qu'en Europe de l'Ouest, d'un point de vue mentalité, d'un point de vue aussi civilisationnel, c'est beaucoup plus conservé, j'ai envie de dire. Pareil, les gens du communisme, donc ils savent ce que c'est que le communisme, donc voyant peut-être ce qui se passe en Occident, ils disent ok, le communisme revient, mais de l'autre côté, on va peut-être réagir, donc ça aussi c'est quelque chose. Mais ça fait quand même partie de l'Union européenne, alors qu'en Russie, au Japon, en Corée, mais notamment la Russie, parce que c'est là où je suis, on est dans un pays souverain qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui tient tête à l'Union européenne, qui ne fait pas partie de cet Occident très haut de loin, parce que même dans l'Europe, on fait quand même partie de l'Occident, parce qu'on est dans cette Union européenne qui est l'Occident en toute sa splendeur. Donc j'aime la Russie, j'aime la Russie pour plein de choses, mais c'est aussi un aspect de la Russie que j'apprécie, c'est le côté indépendant, souverain, le côté on n'a pas besoin des autres, ni de la Chine, ni de l'Europe, ni des États-Unis. Si jamais il fallait vraiment être 100% indépendant, il y a tout ce qu'il faut en Russie pour être indépendant. Ouais, bah, très bien, ça répond à ma question évidemment sur l'Europe de l'Est. C'est aussi l'avis que je peux avoir. C'est assez dangereux de voir finalement toutes les dispositions qu'ils sont en train de mettre en place au niveau de l'Union européenne et qui pourraient avoir un impact sur la souveraineté de ces pays en Europe de l'Est. Bah, la question aujourd'hui, c'est effectivement c'est la Russie face à ces enjeux du début là, 2020, on peut dire de la première moitié du 21e siècle. Comment est la Russie aujourd'hui? Moi, je suis quand même assez impressionné de voir que pour le coronavirus, la Russie, la première fois un confinement, ça peut se comprendre. Première fois qu'on a une pandémie, voilà, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Et là, finalement, on a une nouvelle épidémie saisonnière. Et effectivement, comme tu le dis, Kublai, il n'y a pas des mesures hyper restrictives comme en France. Ils ont simplement augmenté l'impôt de 2%, donc il est passé de 13 à 15% pour éviter le déficit dans le pays. Donc ils essayent de garder une économie assez saine, donc peu de dettes, une monnaie à peu près stable, que l'économie continue de tourner et qu'on ne la met pas à l'arrêt. Donc, et on a pu voir au cours de ces dernières années, que ce soit le conflit en Ukraine ou en Syrie, que la Russie défendait ses intérêts et puis surtout, elle n'était pas, je dirais, alors j'irais peut-être pas dire jusqu'à ne pas dire pas nuisible. Ça, j'ai pas non plus toutes les infos. Je pense que oui,
mais je dirais surtout pas autant nuisible qu'a pu l'être l'Occident, comme on l'a vu en Irak, en Libye ou peut-être ou même en Syrie. Donc la question aujourd'hui, Kublai, est-ce que tu as choisi de vivre en Russie parce que tu aimes ce pays ou parce que justement aussi tu sens que ce pays peut se projeter et peut résister face à ces gens, face à l'ensemble des enjeux du XXIe siècle? Bah déjà, moi, j'ai choisi la Russie déjà parce que j'aime ce pays. Quand je suis venu ici pour la première fois, c'était en 2011. J'ai tout de suite accroché en fait avec les gens, j'ai tout de suite accroché avec l'atmosphère. Je savais que mon avenir serait en Russie. Ensuite, ça c'est un comment dire, c'est un attachement assez personnel. Après, si on regarde d'un aspect purement pragmatique, bah, la Russie offre des comment dire, offre des avantages que d'autres pays ne peuvent pas offrir. Déjà, par exemple, c'est le pays le plus grand au monde, donc il y a énormément de ressources ici. Que ce soit déjà du pétrole, mais que ce soit également, par exemple, de l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici. C'est un pays du Nord, donc on manque jamais d'eau. On manque jamais de gibier. Il y a tellement de forêts autour de moi. On manque jamais de bois. Il y a des forêts à perte de vue. Pareil ici, il y a tellement de terres, tellement de comment dire de régions différentes. La Russie, elle ouvre sur l'océan Pacifique, sur l'océan Atlantique avec la mer Baltique, sur l'océan, sur la mer Noire. Donc c'est un pays immense où, dans lequel on peut bouger d'une région à une autre, au cas où, etc. Aussi, le fait de sa grande surface, mais c'est un pays qui est difficilement, on va dire, envahissable, dans le sens où s'il y a une partie de la Russie qui est attaquée, il y a tout le reste du pays qui est encore à flot. Et une capitale, ça peut se bouger comme ça du jour au lendemain en Sibérie. Enfin bref, c'est tellement grand que c'est un pays qui est difficile à envahir. Donc ça c'est rassurant. C'est un pays aussi qui tient à sa souveraineté. C'est un pays qui est patriote. C'est un pays qui on sent clairement cette envie d'indépendance des autres États. Je trouve que le pays aussi est bien géré depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Donc ça aussi, je trouve que c'est une chance de pouvoir vivre dans la Russie de Poutine aujourd'hui. C'est aussi un pays avec une intéressant dans le sens où il y a une diversité mais de souches. C'est-à-dire que c'est pas du grand remplacement, ce sont pas des peuples qui sont venus, ce sont des peuples qui ont toujours été sur le territoire de la Russie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le côté, dans un sens, j'aime bien voir les différentes cultures. Mais par contre, il faut que ce soit des cultures qui soient à leur place. Par exemple, moi, j'aime bien voir des Japonais au Japon. J'aime bien voir des Chinois en Chine. Pourquoi pas des Africains en Afrique, si je devais y aller voir, etc. Qu'ils aient leur culture, qui soit chez eux. J'aime bien voir des Européens en Europe, tout simplement. Aller en France, voir des Français. Aller en Allemagne, voir des Allemands. Aller en Angleterre, voir des Anglais. Donc, j'aime bien quand les choses sont à leur place, comme ça. Et ça, ce qui est bien en Russie, c'est que sans qu'on ait justement des vagues d'immigration qui font des changements comme ça brutaux et qui sont pas adaptés au pays où ces changements opèrent, comme par exemple en France, on a une vague d'immigration immense comme ça de gens qui viennent d'un autre continent qui ne peuvent pas s'adapter à ce qu'est la société française aujourd'hui, qui ne sont pas compatibles avec ça. En Russie, il n'y a pas ça, il y a différentes cultures, mais comme ça a toujours été depuis des milliers d'années pour certaines cultures, certains peuples sont déjà toujours sont en Russie. Ça permet d'avoir de la diversité, mais sans voir les soucis qu'on peut retrouver dans d'autres parties du monde, où effectivement ce côté multiculturel n'est pas naturel, n'est pas inné, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'aime bien en Russie. Effectivement, en Russie, pour le côté pratique, tout à l'heure, tu parlais des impôts. Alors, pour les 15%, c'est à partir d'un certain niveau de revenu. Donc, c'est 5 millions de roubles. Donc, ça fait annuel. Donc, ça fait dans les 55 000 euros au cours actuel. Sinon, en dessous de ça, ça reste 13% d'impôts. Alors, ça aussi, c'est à nuancer. Il est possible de payer encore moins d'impôts en Russie, comme il est possible d'en payer plus en fonction de la structure. C'est en fonction du type de société. Il y a des sociétés pour lesquelles on paye plus que 13%, et des types de sociétés pour lesquelles on va payer 4 ou 6%. Donc ça, c'est vraiment dépendant du type d'entreprise qu'on a.
Mais sinon, pour les impôts personnels, effectivement, c'est une flat tax de 13% pour tout le monde jusqu'à un certain niveau de revenu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la Russie? Bon, on est bien ici, on est bien. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de problème de féminisme. Les gens sont encore authentiques. Voilà, c'est un pays du Nord. Moi, j'aime pas les pays trop chauds. J'aime pas, par exemple, les tropiques, etc. J'ai vécu 2 ans en Thaïlande. Et pour m'apercevoir qu'au finalement, avant, je rêvais de tropiques et de plages et que la chaleur n'était pas pour moi. J'aime bien le frais. Donc là, en Russie, on est servi. Là, il fait à peu près -20 dehors. Donc, moi, j'aime le froid. C'est bizarre. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais moi, j'aime le froid. Je trouve que c'est aussi bon pour le corps. On se sent mieux quand il fait froid dehors, j'ai l'impression. Ça, c'est effectivement, moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Et surtout, ils ont une culture de droite, en fait. Ça veut dire tout le monde est travailleur dans ce pays et il y a finalement assez peu d'état de nounou, en fait, finalement. Il y a très peu d'aides et les aides qu'il y a sont ridicules. Donc, même quelqu'un qui se retrouvait avec des aides russes, il est obligé de travailler parce que ça ne suffit pas. Tout le monde travaille. Alors, effectivement, il y a aussi, tout n'est pas rose en Russie. Il y a aussi des revenus qui, des fois, sont petits pour certains travailleurs, notamment pour les travailleurs non qualifiés. Je pense qu'il fait pas très bon, pas toujours très bon vivre en Russie si on est un travailleur non qualifié. Par contre, pour les personnes ambitieuses, il y a plein d'avantages d'être ici, déjà la fiscalité. Et puis, l'administration s'est simplifiée en Russie. Ça veut dire qu'avant, c'était complexe, c'était soviétique, c'était très lourd, etc. Et moi, j'ai vu changer la Russie à ce niveau-là. Tout est beaucoup plus simple aujourd'hui. Tout se fait sur Internet, on comprend tout de suite. Taxes, impôts, on comprend tout de suite. Immigration, c'est de mieux en mieux. Il y a toujours beaucoup comme de paperasse, mais c'est de mieux en mieux. On va vers la simplification. Alors que la France, déjà, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on va encore vers la complication. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien pour les entrepreneurs et puis pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des paperasses. C'est que ça va vers le mieux. Ça va vers le mieux. Ça, c'est un bon point aussi. Ouais, c'était une critique que je pouvais faire, c'est que moi j'ai une contact en Russie et justement elle m'expliquait que son niveau de vie était assez difficile là-bas, voilà, ils avaient quand même des revenus moindres. J'expliquais que bon, au moins l'avantage c'est que là-bas quand on travaille et quand on gagne de l'argent, on peut se projeter un peu plus dans l'avenir. Nous ici en France, on a quand même déjà une incertitude face au coronavirus, sur le travail dans lequel on est. Et en plus de ça, on le sait, au niveau de la banque et au niveau monétaire, ils veulent nous faire quelque chose. Donc on a cette pression vraiment, quand on a un peu d'argent de côté, de se dire qu'est-ce qui va nous arriver à l'avenir. Donc du coup, peut-être ton avis, Pierrot, sur la Russie et par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Alors évidemment, je n'y habite pas. Mais tout ce qui a été dit par Kublai est vrai, est tout à fait juste, et j'ai pu évidemment le voir et l'expérimenter lors de mes voyages plutôt d'affaires. Et c'est vrai que pour avoir monté relativement récemment une société en Russie, ça s'est fait de manière beaucoup plus facile que ce que ça peut être même en Suisse. Je dirais que c'est équivalent. Puis évidemment, il n'y a absolument aucune comparaison pour avoir monté aussi des sociétés en France, c'est absolument incomparable. Je dirais qu'effectivement, les avantages de la Russie sont tout ce qui a été dit est vrai. C'est un grand territoire, il y a des ressources. Je pense qu'il faudrait ajouter deux points que Kublai connaît sans doute, mais certainement une population qui a aussi historiquement vécu de manière très très intense et très sévère le drame. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent la souffrance, c'est des gens qui savent ce que c'est que le boulot. Même les jeunes aujourd'hui qui sont très occidentalisés, en fait, quand on creuse un peu, ils ont encore des traditions fortes en eux, pas simplement parce qu'ils sont forcément croyants ou que sais-je, mais c'est parce que ces traditions les rattachent d'une génération à l'autre à des générations qui les ont précédées, qui ont beaucoup souffert. Et là, pour le coup, ils ont vraiment, vraiment beaucoup souffert sur les 100 dernières années.
et surtout évidemment pendant les guerres et même avant. Donc c'est un peuple assez tragique hein, dans une histoire longue. Et puis, deuxième point, c'est qu'ils ont effectivement des hommes d'État et qui ont fait un travail incroyable sur ces 30 dernières années pour non seulement, on voit toujours Vladimir Poutine à la télévision, parce qu'évidemment, en Occident, c'est un peu le seul homme politique russe, le chef d'État, le président, que l'on voit, mais en réalité, il a fait un travail incroyable de changement au sein des différents responsables du pays, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les gouverneurs donc des régions, que ce soit les différents ministres et même au niveau local. On oublie souvent de parler en Occident du travail énorme qui a été fait contre la corruption. Faut pas se faire attraper pour corruption en Russie, hein. C'est autre chose qu'en Occident. On va passer un très très mauvais moment et un long moment très mauvais. Et puis on a aussi des luttes qui ont été, c'est très intéressant de voir qu'il y a une lutte très importante qui a été faite pour la santé publique, notamment contre l'alcoolisme, qui avait ravagé vraiment sérieusement le pays dans les années à la fin de l'Union soviétique et encore jusqu'à maintenant, mais enfin dont l'État a lutté vraiment. Donc on voit que c'est des vraies politiques qui étaient importantes, qui étaient utiles. Et donc quand on regarde cet État tout à fait, Koulaï l'a dit très bien, qu'il y avait un vrai État souverain, on voit qu'il est non seulement souverain, mais en plus il est bienveillant par rapport à la population. C'est-à-dire qu'il fait le travail pour protéger le pays des invasions et des influences étrangères, quelles qu'elles soient. On a vu le nombre d'oligarques qui ont fini en prison ou qui ont été forcés à l'exil. C'est pas pour des délits d'opinion, hein. C'est pour des tentatives de subversion de l'État, des tentatives d'accaparement de ressources. Il faut bien voir qu'il y a eu en fait une forme de justice très importante qui a été mise en place par ces actions. Évidemment, en Occident, on a une image qui est souvent très ternie de la Russie par le fait que justement les médias appartiennent souvent à des intérêts d'argent qui, eux, voudraient s'accaparer les ressources de la Russie, donc forcément, ils vont noircir le tableau. Mais à part la difficulté parfois du visa, évidemment, cette année est particulière et en ce moment, c'est extrêmement compliqué d'organiser des voyages, mais on espère que la situation se normalise un petit peu. Mais en tout cas, c'est un pays d'avenir, c'est certain. Et je pense que le seul bémol que je mettrais à ce qui est dit tout à l'heure, en revanche, pour l'Europe de l'Est, c'est que les pays de l'Est sont assez malins. Ils savent, enfin, Pologne, Hongrie, tout ça, ils savent ce que c'est que d'être une région d'un empire. Ils savent comment essayer d'en tirer parti, d'essayer de piquer l'argent à l'Union européenne. Et le jour où l'Union européenne ne sert plus et qu'ils ont refait leurs routes, refait leurs aéroports, refait leurs infrastructures et qu'ils n'ont plus besoin de cette distribution d'argent, le jour où en échange de plus d'argent, on va leur obliger d'accepter plusieurs millions d'Africains, ils vont simplement envoyer l'Union européenne aller se faire foutre et vont se retourner sur leurs partenaires commerciaux qui sont d'abord... bon, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est l'Allemagne essentiellement. Mais après, c'est beaucoup la Chine, c'est beaucoup les pays asiatiques avec lesquels ils travaillent beaucoup. Et c'est aussi, même si politiquement, ça leur rappelle des mauvais souvenirs, notamment aux Polonais, c'est quand même la Russie. Et donc les pays de l'Est peuvent se retourner très très vite, en quelques mois, en quelques années, et faire un volte-face, et au lieu de regarder l'Occident, regarder la Russie et l'Asie en général. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que deux pays qui sont clés dans le rapport entre Europe et Asie sont la Russie et d'une manière assez intéressante aussi la Turquie. Mais enfin, pour ce qui culturellement, nous sommes quand même plus proches des Russes que des Turcs. Et donc, les Européens, et surtout les Européens de l'Est. Donc voilà. Après, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut aller vivre dans ces pays. Ça, je suppose qu'il y a plusieurs questions qui sont même en avance. Et pourquoi, à qui, en quelles conditions, etc. Mais en tout cas, c'est un pays sur lequel j'ai plutôt que des choses positives à dire. Peut-être avec des gens ouais. Vas-y, Koulaï. Non, je disais avec des gens résilients, exactement. Ça, c'est, comme Pierrot l'a dit, ça c'est très important. C'est que les Russes, ils ont connu le communisme.
La Russie, c'était quand même le fief du communisme à l'époque. Donc ils savent ce que c'est que le communisme, c'est déjà une chose. Donc ils en ont goûté pendant 70 ans, donc ça va, ils ont leur dose. Donc déjà c'est une protection en soi. Alors j'ai l'impression que les Français n'ont pas assez connu le communisme, qu'il leur faut un bon communisme pour qu'ils comprennent une fois pour toutes ce que c'est que le communisme. Ils sont déjà en train de le vivre, mais qu'ils le vivent encore un peu plus fort, à bonne dose, pour qu'ils comprennent la leçon. Alors que les Russes savent ce que c'est que le communisme, ils en ont vécu, ils en ont plus besoin, non merci. Et puis c'est un peuple qui est résilient, ça veut dire que si demain il devait plus y avoir de cash, il devait plus y avoir d'argent en Russie, finalement, chaque Russe ou presque a sa datcha, il a ses légumes, du gibier ici on en a plein, du poisson en veux-tu, t'en as tellement que tu pourras jamais le pêcher. Du bois t'en as, de l'eau t'en as, t'as besoin de rien, tu survis pendant quelques mois, voire une année, même plus s'il faut, avec rien finalement. Il suffit que tu aies de quoi te chauffer, de quoi boire, et ici de l'eau, il y en a à volonté avec toute la glace et la neige qui nous entoure. Du gibier t'en as, du poisson t'en as, des légumes tout le monde en a, ou presque, et si t'en as pas, il y a toujours un voisin ou un cousin ou un frère qui a une datcha, qui a tellement de légumes qu'il sait même pas quoi en faire. Moi, mes légumes sont gratuits parce que ma belle-sœur, elle a tellement de légumes qu'elle ne sait pas quoi en faire, donc elle en donne de partout à la famille. Donc au final, il y a tellement de légumes. Donc au final, c'est un pays qui peut encaisser un gros choc avec des gens résilients, des gens qui en cas de coup dur, ne paniqueront pas et se diront ok, c'est un mauvais moment à passer. Et on revient aux bases, et puis une fois que la vague est passée, on reconstruit avec autre chose. Avec une autre monnaie ou avec, je sais pas, un autre système, le système qui suivra le système peut-être d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est vrai que surtout pour eux, il y a aussi un autre avantage peut-être avec la Russie, c'est qu'effectivement on dit c'est un ancien pays communiste, donc ça peut faire un peu peur, mais c'est justement, comme tu l'expliques Kublai, c'est un pays qui a été, on va dire, vacciné, on peut dire ça aujourd'hui, vacciné contre le communisme. Et je pense qu'aussi il y a un autre avantage avec la Russie, c'est que finalement la Russie va vivre un petit peu va voir la chute de l'Occident, on va voir les difficultés de l'Occident, et c'est le deuxième vaccin aussi, c'est qu'ils vont se dire c'est pas possible, on peut pas faire comme eux. C'est-à-dire que les idées, l'Occident, il y a un énorme attrait pour l'Occident en Russie, encore un énorme, je veux dire, ils ont un avis plutôt, certains avis positifs sur l'Occident. Ou un certain, ils aiment certains goûts de l'Occident, on va dire. Ils aiment un peu la culture de l'Occident, mais c'est une culture qu'ils idéalisent en fait. C'est une culture qui a disparu peut-être depuis les années 2000 ou 2010. Et finalement, ils vont bien se rendre compte que voilà, faire de la dette, avoir de l'immigration de masse, et puis faire de l'urbanisation à outrance et détruire son agriculture comme on fait en France, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Aujourd'hui, on a peut-être un meilleur niveau de vie, mais demain, c'est pas viable en fait. Demain, quand on va commencer à avoir de l'inflation et des vrais problèmes d'ordre monétaire, ils vont bien se rendre compte qu'on aura beau prôner tout ce qu'on veut comme idéologie ou comme morale, ils vont bien se rendre compte que notre système ne marche pas, quoi. Et du coup, j'ai une question en fait. Qu'est-ce qui fait que le Russe aujourd'hui, il est aussi résilient? Parce que moi, quand je me renseigne, effectivement, tout le monde a sa datcha, tout le monde cultive ses légumes. C'est vraiment, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est la chute dans les années 90? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre qui est encouragé en Russie? Est-ce que c'est un goût pour ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Russe peut être résilient en fait? C'est un petit peu un mélange de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la Russie des années 90, les Russes s'en souviennent, quand il n'y avait rien à manger, donc il fallait se débrouiller seul déjà, ça c'est une part. Et puis la datcha, c'est aussi, j'ai envie de dire, traditionnel, culturel. Les Russes, par exemple, notamment ceux qui travaillent dans les villes, ils ont leur appartement dans les villes le week-end, pendant la semaine, et le week-end, ce qu'ils veulent, c'est aller à la campagne et respirer l'air frais, tout simplement, passer du temps dans la nature, tout simplement. Parce qu'en général, les appartements sont plutôt petits en Russie, hein, les loyers sont élevés par rapport aux revenus en général, donc on voit ça notamment dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg.
Donc la coutume, c'est la semaine travailler dans les grandes villes, gagner de l'argent et vivre dans un petit appartement, enfin relativement petit par rapport à ce que les Russes des fois auraient besoin, notamment ceux avec la famille. C'est pas facile de se loger pour tous les Russes. Ça dépend en fait, ça dépend des métiers, etc. Mais le week-end, en fait, ils aiment bien la datcha pour passer du temps déjà dehors, pour passer du temps au contact de la nature. Et parce que voilà, c'est par exemple le fait de pouvoir déjà faire ses propres légumes, pêcher son propre poisson, c'est vu comme étant de la meilleure qualité. Déjà la bouffe est vue comme étant de meilleure qualité, les ingrédients. Et puis, ça permet de retrouver de l'air frais, ça permet de sortir un petit peu du bruit des villes, parce que les villes sont bruyantes en Russie, ça faut le savoir. Donc, ça, c'est une chose. Ouais. Ok. Je crois que c'est tout ce que tu avais demandé. Hein, oui, c'est ça, c'était l'ensemble. Est-ce que toi, du coup, Pierrot, tu as pu avoir un petit peu, un peu visiter les campagnes en Russie, avoir un avis sur finalement le paysan russe ou l'homme des campagnes en Russie? Alors, comme toujours, hein, ça dépend de où on parle et de quelle région. Et autant les villes, il peut y avoir des centres-villes absolument superbes, historiquement et entretenus et maintenus à un niveau qui n'a rien à envier du centre-ville des plus belles villes du monde, de l'Occident évidemment. Autant il peut y avoir des grands blocs hein, qui ressemblent aux banlieues qu'on connaît en Occident. Alors, il faut les imaginer avec que des Russes, hein, évidemment, ou alors avec il y a certes aussi des petits groupes, des minorités en Russie. Il y a des minorités, on va dire asiatiques, Bouriates et autres. Il y a des minorités du Caucase, il y a des minorités d'Asie centrale, les Kazakhs, les Kirghizes, Ouzbeks, mais ils restent petits en nombre. Et puis de toute façon, ils sont souvent dans leurs oblasts, dans leur région à eux, et puis évidemment dans la grande ville qu'est Moscou. Les campagnes, là aussi, il faut bien distinguer entre des campagnes où il y a des grandes exploitations, même des immenses exploitations agricoles. La Russie aujourd'hui est peut-être le ou le deuxième plus grand producteur de céréales au monde. Donc il y a des productions qui ne sont pas faites par des petits paysans, c'est des immenses exploitations avec des machines de manière intensive comme ailleurs. Et qui exportent beaucoup aux États-Unis, en Chine, et dans beaucoup et qui font aussi partie, et c'est pas nouveau, même d'une politique diplomatique. Hein. Aujourd'hui, il y a des pays qui, réglés par l'État russe et les pays en question, dépendent énormément de la Russie pour l'alimentation. Et puis, il y a d'autres endroits dans les campagnes où on peut plonger presque un siècle ou deux en arrière. Alors ça, faut pas le nier. Il y a des endroits, alors là, on tombe dans des zones très pauvres où on a le même problème que dans les campagnes en Occident, c'est-à-dire que les jeunes s'en vont et vont en ville, et on retrouve des campagnes avec plutôt des vieux. Et là, on voit le côté peut-être moins reluisant, on voit l'alcoolisme. Ça, j'en ai vu beaucoup dans ces petites campagnes. On voit vraiment des endroits où il n'y a pas de route. Les routes sont des pistes en terre battue, donc avec tous les problèmes que ça comporte en hiver, où il y a peu de bagnoles. Moi, je connais des endroits où ils ont encore des chevaux. Il y a plus de chevaux que de voitures. Mais bon, c'est aussi le fait que c'est un pays tellement immense, avec, à part les grandes villes, une faible densité de population, que l'on peut trouver des villages de 200 personnes. Sur un territoire immense et qui sont séparés les uns des autres par des dizaines de kilomètres. Moi, j'habite en Suisse, qui est un pays où on ne peut pas faire plus que 3 kilomètres sans tomber sur un nouveau village. Enfin, on peut marcher de l'un à l'autre. En Russie, dans certains cas, c'est impossible. C'est des centaines de kilomètres. J'imagine que dans le nord, dans les parties du nord du pays, que ce soit en Carélie ou vers chez toi en Sibérie, parfois, c'est des 30-50 km entre deux petits villages de 200 personnes. Donc là, on n'a pas une voiture, si on n'est pas... et donc, ce côté rustique, en revanche, alors le bon côté de ce côté extrêmement rustique de ces petits villages, c'est qu'il y a une culture de j'en ai rien à foutre de ce qui peut se passer à Moscou. J'en ai rien à foutre. Il y a des gens, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait le communisme pendant des dizaines d'années.
après qu'il y ait eu la révolution de 1917, parce que ils étaient dans leur coin, ils devaient se défendre des loups et des ours, ils devaient bouffer effectivement ils chassaient du poisson. Enfin, c'est plutôt les moustiques qui sont le pire danger dans cette région-là, plus que les loups et les ours. Mais enfin, voilà, il y a un moment où il y a un côté rustique où quand les gens viennent vous dire qu'est-ce que tu penses du LGBT, enfin les types ils s'en foutent, ils disent ta gueule et viens m'aider à couper du bois parce qu'on ne sait pas, l'hiver va être rude. Et donc là, on a une mentalité qui se crée. Cette mentalité, forcément, même avec l'exode des jeunes qui vont vers les grandes villes, parce que c'est vrai que c'est là où il y a du travail et puis ils ont des études de qualité. Bon, ils gardent dans leur tête, moi j'ai connu, on a tous connu, pour ceux qui travaillent en Russie, des jeunes femmes talons aiguilles, mini-jupes, qui font du sport, qui sont ingénieurs en aéronautique. Mais en fait, quand on creuse un petit peu leur état d'esprit, en fait, elles se disent, moi, en fait, j'ai passé toute mon enfance à faire pousser des cornichons et aider ma grand-mère à faire à manger dans la dacha. Et tout ce que je rêve en vacances, en fait, oui, Dubaï, tout ça, c'est très bien, mais en réalité, moi, ce que j'aime, c'est de retourner dans la petite maison de ma grand-mère et faire mes petits trucs. Et ce que je veux, c'est que mon homme me protège et me considère comme une princesse. Et en échange, je m'occupe de lui, je lui fais manger, je tiens la maison de manière impeccable, je voudrais un jour m'occuper des enfants. Et donc, il y a encore ce rapport très sain de la complémentarité entre, par exemple, les hommes et les femmes. Et toute cette mentalité, c'est parce qu'elle provient de la campagne, où il faut que ça fonctionne, parce que voilà. Alors que dans les villes et dans l'urbanisme et en fait dans une forme de perversion du monde moderne, en Occident, on n'a plus aucune idée de tout ça. Puis à la fin, comme on ne sait plus ce que c'est qu'un homme et qu'une femme, on ne sait plus ce que ça veut dire travailler, parce qu'on pense que travailler, c'est être assis à un bureau devant un tableur Excel. Eh bien, à la fin, le résultat, c'est que les femmes sont seules et malheureuses, les hommes sont frustrés et malheureux, le pays se fait remplacer par des cultures autres, peu importe lesquelles, hein, mais on voit son pays disparaître, le pays n'est plus maintenu, on n'a pas d'avenir, alors que en Russie, on a une vision d'avenir, quand bien même il pourrait y avoir une crise globale dont je parle dans mes livres, le pays s'en sortira mieux. Le seul gros risque qui vient aussi avec sa puissance, et c'est un risque qui est peut-être particulier, c'est que si un jour les États-Unis, par exemple, en s'effondrant, cherchent un ennemi avec lequel s'auto-annihiler, cet ennemi ne peut être que la Russie. Et donc là, on rentre dans un scénario qui, pour moi, est peu probable. Mais on rentre dans un scénario de guerre avec la Russie qui finirait par une catastrophe globale de toute façon, mais à laquelle personne dans le monde ne réchapperait. Et peut-être les Russes mieux que d'autres, puisqu'ils ont encore des systèmes de protection pour la population en cas de guerre nucléaire. Mais évidemment, ce sont des scénarios tellement dramatiques qu'on n'y pense pas trop. Mais enfin, on a une certaine confiance en Russie de voir un État fort avec encore une armée, une capacité de défense aérienne qui est solide et qui a encore de la gueule. C'est pas les trois pelés et deux tondus, certes très sympathiques et courageux, mais peu nombreux et mal équipés, mal payés, qu'on voit en Occident défiler lors des fêtes nationales. Donc là, quand il y a la fête du 8 mai, par exemple, ou est-ce le 9 mai en Russie, on voit encore que les gens, y compris les jeunes, ils ont ce sens du patriotisme et ils vont défiler dans ce fameux défilé des immortels qui suit le défilé des forces militaires, même dans les petites villes, hein, c'est pas qu'à Moscou. Et donc, il y a un attachement avec le passé et qui leur permet de se projeter dans le futur. Ce passé en Occident a été détruit, il est effacé, on l'a caricaturé et sali dans l'école, hein, de manière officielle. Et donc, comment pouvons-nous nous projeter dans le futur? Moi, alors, c'est vrai que parfois on me dit, mais pourquoi tu trouves que la Russie, pourtant, Poutine, machin, autoritaire? Je dis, ouais, mais par rapport à quoi? Par rapport à, d'abord, c'est moins autoritaire que visiblement ce qui se passe chez nous. Donc, qu'on ne nous donne pas de leçons par rapport à la démocratie dans les pays où on peut obliger les gens à faire des démarches administratives quotidiennes pour pouvoir sortir de chez eux. Donc, je veux dire, même en Union soviétique, on était limité à la région, mais on n'était pas limité au quartier.
Donc il n'y a aucune leçon d'autoritarisme à donner, quand bien même il y a des raisons sanitaires qui sont bidons, hein, en plus, en Occident. Et puis, quant à la démocratie, on a vu aux États-Unis, maintenant on soupçonne que depuis une vingtaine d'années, toutes les élections en réalité en Occident ont été bidonnées. Enfin, c'est une vieille tradition, hein. Quand on regarde les élections en Occident, on peut remonter même il y a plus d'un siècle. Beaucoup de référendums avaient été bidonnés déjà au 19e siècle. Donc, il n'y a aucune leçon à donner à qui que ce soit de ce côté-là. Et quant au côté autoritaire, eh bien, c'est vrai qu'il y a toujours un risque, c'est que lorsque l'autorité va dans n'importe quoi, elle va dans le mauvais sens, c'est dangereux. On pense de manière évidente à certaines dictatures. Mais en revanche, quand on regarde en Asie ce que les dictatures, entre guillemets, hein, mais dictatures quand même, ont fait pour la Corée, pour Singapour, pour la Chine, pour même la Thaïlande ou d'autres, donnez-nous des dictatures comme ça, avec des gens qui veulent le bien de leur population et le bien de leur peuple. Alors certes, ça crée des oligarchies, des castes qui s'enrichissent, mais quand toute la population s'enrichit et va vers un avenir meilleur, ça va très très bien. Je préfère 1000 fois un Vladimir Poutine que le n'importe quoi qu'on a vécu en Occident. Et j'ajoute même, y compris mon pays, la Suisse, qui devient de plus en plus n'importe quoi. Un avis dessus, Kublai? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Pierrot, notamment à la fin. C'est-à-dire que moi, la démocratie, en fin de compte, moi j'y crois pas trop. Je crois plutôt à un État assez autoritaire, mais qui va dans le bon sens. Par exemple, la Russie, c'est un pays qui est, c'est un État fort, hein, c'est un État beaucoup moins, j'ai envie de dire, comment dire, relâché qu'en Europe. Après, ça dépend qui c'est qui est au pouvoir, hein, dans le sens où la Russie d'aujourd'hui, gérée par Poutine, effectivement, c'est un État fort, mais au moins les choses sont carrées ici. Ici, la police fait son travail. Déjà, c'est une chose. Quand on en règle, il n'y a pas de souci. On entend souvent ouais, mais mafia, ouais, mais corruption, etc. En fait, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que ici, finalement, la corruption, moi, je ne la vis pas. Elle doit sûrement exister dans certains domaines, mais le russe moyen ne la vit pas. Ça, on entend souvent, ouais, que c'est un pays corrompu, etc. Alors qu'effectivement, il y a un très gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Russie est plus clean pour le russe moyen que pour l'européen. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, la grande force des Russes, du peuple russe, des Russiens, donc c'est tous les habitants de la Russie, c'est effectivement, même si certains Russiens peuvent vivre dans le luxe, peuvent vivre dans le confort, peuvent être ingénieurs, peuvent être gérants d'entreprise, peuvent rouler dans une belle voiture, avoir des appartements luxueux, etc. Ils ont toujours, soit ils ont vécu une enfance avec des moyens assez rudimentaires. Ils ont vécu une vie très simple, soit ils ont dans leur famille des gens qui vivent une vie très simple. Et si en cas de coup dur, il faut revenir à cette vie simple, ils peuvent le faire. Ils ont la capacité de revenir à une vie plus simple. Ils ne seront pas paniqués si un jour il y a une crise économique et qu'il faut revenir à la datcha et revenir à une vie vraiment très simple où son quotidien c'est trouver à manger, faire à manger et se protéger du froid. Voilà, si c'est ça, s'il faut passer par là, ça ne leur fait pas peur. Même à ceux qui roulent dans la dernière BMW, qui ont des appartements de luxe, ils peuvent revenir à cette vie simple. Et je ne doute fortement de la capacité des Français ou des Allemands ou des Néerlandais d'aujourd'hui de pouvoir faire ça. Je pense que les Français, s'ils devaient revenir à une vie beaucoup plus simple, ils seraient tellement paniqués qu'ils mourraient de panique et qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Ils ne pourraient pas se débrouiller. Les Russes sont beaucoup plus débrouillards à ce niveau-là. Ensuite, je voulais revenir à ce que tu disais plus tôt dans l'interview, les Roquets, au sujet des Russes qui rêvent d'Occident. Il y a deux types de Russes, de Russiens du moins, Russes en français. Tu as ceux qui n'ont jamais été en Occident, notamment les plus jeunes aujourd'hui, qui rêvent d'Occident, qu'à travers YouTube, à travers les films, etc. Et puis tu as les Russes qui ont été en Occident et qui ont vu comme c'était vraiment. Et ces deux types de Russes ont des avis très différents sur l'Occident. Tu as ceux qui sont là, ah ouais, mais en Occident, vous avez ça, vous avez un pouvoir d'achat, vous avez, comme dans les films, etc. Et tu as le Russe qui a été photographié à la Tour Eiffel, en bas de la Tour Eiffel. Tu as le Russe qui a été dans le métro de Paris, tu as même le Russe qui a été à New York, etc. Et qui a fait, OK, donc c'est ça la réalité.
et qui revient en Russie et qui dit ok, bon, la réalité est autrement. En fait, en France, j'arrive à Paris, j'ai plus vu de Français, je me suis demandé où sont les Français. Euh, Au final, on s'y sent pas si bien que ça. Les gens sont aigris. C'est pas comme dans les contes de fées. C'est pas comme on nous vend l'Occident. Donc faites attention. Faites attention. L'Occident, c'est un petit peu survendu aussi. Restez plutôt en Russie, mais par contre, débrouillez-vous pour avoir un business, avoir une activité en rapport avec l'Occident qui permet d'avoir le niveau de vie d'un point de vue revenu de l'Occident, mais de profiter de la qualité de vie et des prix russes. Hein. C'est ce que les Russes les plus malins font, notamment vers chez moi. Ceux qui vivent très bien, à l'exception de ceux qui sont nés dans une belle famille, et tant mieux pour eux, hein, s'ils sont nés dans une famille riche. Mais il y en a d'autres ici qui réussissent à partir de rien, et ceux que j'ai connus du moins, ils sont tous soit dans le commerce international, soit dans le tourisme, mais ils ont un business en rapport avec l'étranger, donc ils savent très bien comment, entre guillemets, utiliser économiquement l'Occident pour augmenter leur niveau de vie, tout en conservant la qualité de vie qu'offre la Russie et des prix qui sont quand même bien plus bas en général, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur les courses, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur plein de choses. En Russie, et bien entendu en profitant des aspects fiscaux de la Russie, qui sont bien entendu beaucoup plus avantageux aujourd'hui que. Alors c'est pas un paradis fiscal la Russie, mais c'est très honorable comme montants fiscaux. Donc voilà, c'est ce que les Russes, du moins ceux que je connais les plus malins, qui sont partis de rien, je précise, pas ceux qui sont nés déjà dans une famille riche, qui sont partis de rien et qui réussissent le mieux font. C'est-à-dire que business en rapport avec l'Occident, là où il y a encore une monnaie forte, alors est-ce que ça va durer ou pas? J'en doute fortement, mais pour le moment c'est le cas, et profiter du cadre de vie russe et de la possibilité de se projeter dans un pays qui n'est pas pourri par tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui en Occident, à l'exception de la monnaie forte, pour le moment. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, et c'est ce qui fait que la Russie aussi, je voulais rajouter un point par rapport à ce qui était dit avant, ce qui fait aussi que la Russie est intéressante, c'est que finalement il y a un État fort qui va dans la bonne direction, mais en même temps une population résiliente qui est débrouillard, et je trouve que c'est un mélange très intéressant. Et on parle aussi d'une peur de l'après-Poutine, mais moi quand j'écoute l'ensemble des gens en Russie qui travaillent dans le gouvernement, il y a vraiment ils adhèrent finalement à la ligne directrice de Poutine en fait, et donc l'après-Poutine donnera du Poutine en fait, si je devais synthétiser comme ça. Peut-être un petit mot pour. Il est trop gentil encore. Il est trop gentil et trop mou, hein, Poutine. Il fait beaucoup d'efforts pour être très légaliste. Il est très. En fait, il est très tranquille. Hein, c'est pas du tout un autoritaire. Et j'ajoute ce qu'a dit Kublai, c'est que beaucoup de Russes ont en fait souvent des petits business à côté. Ils ont des petits trucs à côté. Ils ont toujours au moins un ou deux revenus en plus de leur revenu principal, même s'ils sont très marginaux, très petits. Mais ils sont très débrouillards, et je vois que parfois même des gens, enfin même voilà, une étudiante ou quelqu'un qui travaille à côté, un petit commerce de je ne sais quoi, ou entre la campagne et la ville. Ils ont cette idée de toujours avoir un petit plan B. Ok. Bon, très bien. Je vais vous laisser un mot pour conclure, et du coup, moi je vais juste apporter une petite conclusion en disant que Pierrot, toi, on peut te suivre sur ta chaîne Patreon. Notamment parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de censure, que ce soit sur YouTube, Facebook, donc c'est là-dessus qu'on retrouve les informations. Bon, moi ça fait des années que je suis Patreon, enfin depuis sa création en tout cas, et donc du coup évidemment je recommande le Patreon parce que on a plein de bonnes informations, et notamment ce qui avait été intéressant, c'était ton analyse du coronavirus, duquel tu en avais parlé depuis janvier, et donc on a pu voir un petit peu l'évolution, à quel point les chiffres parfois peuvent être effrayants et très finalement comme une grippe en fait, donc finalement très très rassurant aussi. Donc c'était vraiment super intéressant de suivre, et aujourd'hui on a plein d'informations sur ce que peut donner, ce que peut être l'Occident à l'avenir, sur tout l'ensemble de tes réflexions. Donc évidemment je peux recommander ce Patreon. Et pour ce qui est de toi, Kublai, on peut te retrouver sur ton site Solution Kublai, c'est ça? Et Solution, ouais, .kublai.fr. Alors
c'est beaucoup plus simple de taper dans Google ou dans YouTube les nouveaux Russiens, on tombe directement sur moi. Tapez juste les nouveaux Russiens sur Google ou sur YouTube et vous tombez directement sur ma tête et sur tous les sites qu'il faut. Voilà. Encore plus. Et donc du coup, bah, moi aussi, je suis finalement sur le Discord et je suis les nouveaux Russiens. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur la Russie, donc je trouve que c'est super intéressant. Si au moins on se pose des questions et qu'on veut s'intéresser à la Russie, c'est quand même bah, c'est bien d'avoir le point de vue d'un Français qui vit là-bas, de quelqu'un qui parle français, puisque je pense que tu te sens de plus en plus russe. Et donc du coup, ça permet voilà de parfois même de débloquer un petit peu ou de démystifier un petit peu les peurs qu'on peut avoir sur la Russie et de se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses différentes avec des Russes si on a une culture, on va dire, non compatible avec l'Occident. Voilà. Peut-être un petit mot chacun pour conclure. D'abord toi, Kublai, et puis après Pierrot. Bah écoute, Perroquet, merci, merci de m'avoir. Pierrot, bah écoute, ravi de faire ta connaissance et puis au plaisir, peut-être dans le futur. Merci pour cette discussion très intéressante en tout cas. Bon, bah, très bien. Et Pierrot? Bon, j'espère qu'on la continuera en off ou à un autre moment. C'est vrai que, après, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est vrai que j'écris des livres qui expliquent comment se préparer à l'effondrement économique, et donc c'est sous-entendu à l'Occident. Et bien que mes livres soient traduits en russe, c'est vrai que, et c'est vrai que mes lecteurs russes me disent, mais oui, mais nous, on a toujours ça dans un coin de la tête. Simplement, c'est vrai que la question que je pense qui se pose pour beaucoup de Français qui nous écoutent, surtout des jeunes, c'est de se dire, bon, est-ce qu'à un moment je fais le pas et je quitte mon pays pour aller ailleurs? Et ça, je voulais juste dire une petite chose là-dessus, c'est que tout d'abord, à mon avis, hein, d'abord, ça dépend beaucoup de ton âge, de tes opportunités, de ta situation familière et professionnelle. C'est qu'il y a un moment où plus tu es jeune et moins tu as d'attache, c'est plus facile de partir et refaire ta vie ailleurs, apprendre une nouvelle langue, etc. Plus tu es âgé, plus tu as des enfants déjà, ou alors tu as passé le cap des enfants qui sont chez toi, et à ce moment-là, ça devient de nouveau plus facile. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, c'est vraiment aussi, et c'est vrai, de réfléchir où est-ce qu'on se sent chez soi, où est-ce qu'on se sent chez nous. Parce que clairement, je ne dis jamais aux gens, restez dans des grandes villes d'Occident. Je leur dis, partez dans les campagnes, parce que dans les campagnes, vous allez retrouver un mode de vie et une manière de vivre qui sera raisonnable. Mais c'est vrai que certains me disent, et quid de partir dans d'autres pays, etc. Et là, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que, enfin, moi, mes clients, quand je fais du conseil, je leur explique un petit peu les avantages et les inconvénients. Je pense que Kublai le fait également. Et je pense que c'est une option aujourd'hui, car on doit imaginer que nous autres, blancs, surtout des hommes blancs en Occident, nous sommes un peu comme des juifs au début des années 30 en Allemagne. Et il se peut que, comme on dit toujours, les juifs qui ont fui l'Allemagne se sont retrouvés à Los Angeles et à New York. Et ceux qui n'ont pas fui l'Allemagne, bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais enfin bon, parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas été vraiment pourchassés. Mais enfin, ceux qui n'ont pas fui l'Europe, on va dire, ils se sont retrouvés en Pologne. Donc, il faut bien réfléchir, mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres options. Mais en tout cas, l'option de bouger, de refaire sa vie ailleurs, quitte à peut-être un jour revenir plus tard, quand bien même reconquérir après quelques siècles les territoires perdus, ce sont des options tout à fait possibles parce qu'on n'a qu'une seule vie et on ne peut pas la vivre dans un système communiste, ça c'est clair. Ok, bon bah très bien, bah, du coup je suis d'accord avec cette conclusion. Bah, merci à vous pour cette discussion, c'est super intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc du coup bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.